Cette semaine, dans le balado, on mange une pomme empoisonnée, on témoigne de la radicalisation et on veut faire le meilleur fromage de France. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Bon, il n'y avait rien de culinaire à mentionner sur jouer avec le feu. Jouer avec le feu du four. Pourtant, c'est pas vraiment ça. Pas vraiment, malheureusement. Avant de parler des sorties de la semaine, quand même plusieurs films qui prennent l'affiche. Petit tour d'horizon d'actualité, comme d'habitude, mais c'était très tranquille, moi, cette semaine. Ouais, j'ai juste noté une bande-annonce, fait que si t'as des annonces je vais peut-être saugrenues. La plus grosse nouvelle, en fait, mais qui est une triste nouvelle, c'est souligner quand même le décès soudain d'Emily Dequesne, une actrice belge très populaire quand même. OK, j'allais dire, j'ai vu ça passer, mais c'est qui? Je ne ferais pas croire que je la connais. Moi, j'ai pas vu, je pense, aucun de ses films, mais elle avait surtout marqué l'imaginaire à Cannes en 1999 pour le rôle titre de Rosetta des frères Dardenne, qui avait gagné la Palme d'Or, elle avait gagné un prix d'interprétation. Elle a joué dans plusieurs films. Je pense que c'était une actrice très appréciée des critiques et du grand public, qui avait quand même gagné 4 Magritte en Belgique, donc qui est l'équivalent des Oscars de meilleure actrice, un César pour un second rôle féminin, mais quand même décédée à 43 ans d'un cancer rare. Donc, c'est quand même... c'est toujours triste, ce genre de nouvelles. Quand quelqu'un décède dans la fleur de l'âge comme ça, juste du mauvais destin de la vie, que la génétique pige un mauvais numéro. Donc, fait que ça fait jaser beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais dans les plus bonnes nouvelles. Oui. Des naissances. Donc, non, pas des naissances, mais à moins que tu veux parler de la naissance de la fille de Brendan Gallagher. Mais... non, je savais même pas qu'il y avait eu ça. Pourtant, OK, non, je ferai pas de parenthèse hockey. Là. Refermons la porte. On regardait ça pour notre podcast. C'est ça. On aura confirmé, double confirmation cette semaine, alors que Nikki Glaser et Conan O'Brien seront de retour à la barre des Golden Globes et des Oscars respectivement pour 2026. Bon. Fait que, moi, je suis assez content. J'avais bien apprécié, honnêtement, le travail des deux animateurs. En espérant que Conan peut-être prenne un petit peu plus de place dans le prochain gala. J'ai l'impression que Glazer a eu un effet plus wow pour ses Golden Globes, qui est aussi un cadre un peu moins formel, tout à fait, quand même. Là. On a l'habitude de roaster un peu plus, de faire preuve d'autodérision un peu dans ce gala-là. Donc, les Golden Globes reviendront le 4 janvier 2026 et les Oscars le 15 mars 2026. Donc, plus tard, parce que là, c'était le 3 mars, c'est 2 semaines plus tard, OK? Mm-hmm. Je sais pas, au niveau de la programmation et tout, qu'est-ce que ça fera, plus de temps pour les films, pour rester à l'affiche, pour en profiter? Je sais que ça, c'est bénéfique souvent pour les films étrangers. Mm-hmm. Parce que sinon, il y a tout le temps une espèce de congestion de tout vouloir les sortir en janvier, février, pendant qu'ils sont en nomination, ou même souvent les distributeurs, ils font l'acquisition d'un film bien avant parce que c'est un film de grande qualité. Là, ils apprennent qu'ils représentent X pays. Fait que là, ils essayent, c'est comme un gamble de est-ce que je le ressors en novembre, décembre en disant qu'il représente le pays, ou j'attends janvier, février en espérant qu'ils fassent la courte liste. Fait qu'eux aussi ils tombent dans le jeu des spéculations. Ouais. Comme on a vu cette année avec quelques titres. Fait que je suis toujours là. I'm Still Here a été super chanceux de sortir, je me souviens plus quand, début février, je pense. Ouais, fin janvier, début février, et d'être en nomination et d'aller gagner. Fait qu'il est encore à l'affiche dans plusieurs des cinémas qui jouent ce genre de produits et tout. Fait que c'était le grand gagnant, mais si finalement il y avait, même s'il n'avait pas gagné l'Oscar, mais qu'il n'avait pas été retenu ou quoi que ce soit, là, il aurait passé dans le beurre. Oui, il y a de très bonnes chances, effectivement. Fait que, bref, ça va donner 2-3 semaines de plus pour jouer à ce jeu des prévisions et des sorties. Tout à fait. Mais sinon, grosse annonce chez Disney pour une nouvelle suite, je pense d'un film bien aimé chez Pixar. On aura droit à une suite à Coco. Okay. Le film, évidemment, sur la tradition de la fête des morts mexicaine. Mm-hmm. Donc, vos enfants ont le temps de grandir encore. Ça va être quoi, 2030? Genre? 2029. Bon, c'est ça. Fait que ça fait toujours rire, tu sais, qu'on annonce une année, mais le scénario n'est pas écrit, on a une idée de concept, mais on annonce tout de suite.
Je sais pas s'ils font une conférence de presse pour ça. Sûrement pas. Ça doit être juste un... Ouais, seulement on annonce un communiqué de presse, peut-être, mais pas... mais il y a ce que Disney font, il y a comme la journée des investisseurs, où c'est souvent là qu'ils vont révéler plusieurs des projets en cours de production, tout ça, là, pour les rassurer, puis pour que les valeurs à la bourse se maintiennent. Mais là, je sais pas dans quel cadre... que ça a été annoncé, mais en tout cas, bref. On verra bien parce que ça a le temps de bouger. Ça peut être même devancé ou repoussé. Là. On sait que souvent, c'est une chaise de musicale toujours avec les dates de sortie aussi. Là. Des fois, un projet prend du retard. Ou on en déplace un qui a pris plus d'avance. Ouais, c'est ça. J'imagine, comme dit, le scénario n'est pas écrit, mais on a une idée. On a un concept. Mais ça fait quand même quelques années que j'ai vu Coco, mais... Je me demande, ça serait quoi la suite, là? Quelqu'un d'autre va mourir, puis ils vont retourner parce qu'il y avait comme un grand secret familial, puis tout ça avait été révélé. C'est un des rares films un peu à punch, quand même, de Pixar, là. Mais, écoute, faut faire confiance. Espérons que... En fait, c'est toute la même équipe qui... Au moins, c'est toute l'équipe de l'original qui reviennent. Donc, j'imagine qu'on a eu une idée de génie et que Disney ont dit « Oui, let's go ». On va mettre de l'argent là-dedans. Écoute, je vais commencer à suivre avec intérêt les films qui sortent en 2029 puis 30 pour y aller avec mon enfant. Oui, toi, ça va être parfait. Effectivement. Bonne annonce, encore là, assez tranquille, mais toi, un film, je pense, qui va t'intéresser. En fait, moi aussi, quand même, parce qu'on avait été surpris par ce premier film de la réalisatrice, dont il s'agit d'un deuxième long-métrage. Parce que j'ai un plus grand cœur que toi, pour ça que tu as dit que ça m'intéressait plus. J'ai la fibre romantique. Materialists, l'entremetteuse au Québec, qui va sortir au mi-juin, 13 juin, de Céline Song, elle qui avait fait le surprenant et peut-être discret Past Lives, qui avait sorti en 2023, je pense. Et qui s'était ramassé aux Oscars. Le scénario, c'est ça. Puis peut-être même meilleur film, là, vu qu'il y a une liste de 10. Là, j'ai pas revisité ces faits-là. Comédie romantique avec Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal. Une belle distribution. Et surtout, je trouve un beau rôle pour Dakota Johnson qui a été malmenée cette année avec Madame Webb. C'est une bonne comédienne, ne l'oublions pas. C'est juste que des fois, on dirait que ses choix de blockbuster, c'est peut-être malgré elle, ça, puis les 50 Shades et ces affaires-là, ça le fait moins bien paraître. Mais je crois que c'est une très bonne comédienne quand elle fait des films plus indépendants. Fait que Céline Song, qui a un côté très touchant, justement, qui nous a montré ces aptitudes-là avec Past Lives. Alors là, Dakota Johnson, son personnage est une entremetteuse professionnelle là, qui va à la rencontre de gens c'est une matchmaker finalement, mais je sais plus comment le dire en français. Puis là, fait qu'elle crée des unions comme ça, et là, va se retrouver devant une espèce de une forme de triangle amoureux où elle doit choisir entre un bel homme riche et qui sort de nulle part, qui c'est presque trop beau pour être vrai, joué par Pedro Pascal, qui est quasiment le rôle qu'on voudrait lui attitrer, lui qui aussi fait sensation auprès de dames de tous âges et de monsieur aussi. Et de l'autre, Chris Evans, un peu plus magané, mais qui joue son ex, qui revient aussi dans le portrait. Alors, est-ce que tu retournes vers un peu ce que tu connais en espérant que ça ait changé ou que ça soit amélioré, ou aller vers le peut-être trop beau pour être vrai. Mais je trouve que le film a l'air d'avoir un côté peut-être justement plus terre-à-terre que le grand film comme peut-être Jennifer Lopez nous a habitués, ou ce genre de truc. On va peut-être être moins dans les clichés, connaissant Past Lives. Où tout finit trop bien avec des violons et tout, là. Fait qu'effectivement... Fait que je pense que, on disait juste avant d'enregistrer, ça va sortir en même temps que How to Train Your Dragon. Fait que je pense qu'on se place contre du counter-programming, un film un peu plus adulte pour ça. Materialists. L'entremetteuse. Alors, bien curieux de voir ça. Ça vient des studios A24, en fait, aussi. Fait qu'il y a un petit saut, même si peut-être que Opus a un peu brisé le saut de fraîcheur des films A24, mais ils ont quand même encore d'excellents produits. Ouais, puis c'est un genre qui font un peu moins, donc ça peut être intéressant aussi. J'ai entendu, on parle de A24, est-ce que tu voulais dire d'autres choses sur ce film-là, ou parce que je vais aller un peu ailleurs? Ça va, je te suis. Il n'y a pas de distributeur québécois ou canadien pour Warfare, le film de guerre qu'on avait discuté peut-être même avant les fêtes, quand la balance était sortie. C'est vraiment un film qui a l'air de se passer en temps réel sur une mission
en Afghanistan, je pense, ça. Ou en Irak, je suis plus En certain, Irak, peut-être. Puis, c'est réalisé, co-réalisé par Alex Garland, qui serait un peu sa dernière réalisation, et le vétéran de guerre à qui c'est arrivé, puis qui travaille là-dessus, puis blablabla. Mais j'ai ouï dire qu'il va quand même sortir au Canada. OK. Fait que parce que ça s'en est bientôt. Ouais, c'est le 11 avril. Okay. Fait que c'est la même date. Ouais, c'est dans comme 3 semaines. Mais fait que là, on voyait pas d'acquisition, mais qu'en tout cas, par des poignées de main et des bons amis, ça allait quand même se rendre ici. OK. Peut-être que le film arrive à un drôle de moment. T'sais. Un film, c'est un film, puis il existe pour d'autres raisons. C'est juste qu'avec le climat canadien-américain, je sais pas si aller voir des combattants américains aller défendre la démocratie et risquer leur vie va tant que ça intéresser les Canadiens en ce moment. Je pense quand même que dans un autre aspect, le film a l'air d'avoir beaucoup de qualité visuelle et de mise en scène et autres. Fait que, bref, vous déciderez les films que vous voulez aller voir, mais pour les intéressés, je pense qu'il va quand même se rendre. Okay. Si j'ai bien compris, il va quand même se rendre au Québec et au Canada. Peut-être en limité, mais tout de même, il devrait être là. Mais je crois pas qu'il y aura de version française. Ça risque d'être juste la version originale anglaise. Okay. Mais à suivre dans les développements au fil des prochaines semaines. Bon, intéressant, parce qu'effectivement, c'était comme un peu questionnant. Ouais, c'est un peu comme des fois les films de MGM, qui n'est pas distribué ici. Fait que là, on attend, je connais un peu ceux qui sous-distribuent pour eux, mais des fois, ils disent comme, ouais, non, ceux-là, ils veulent pas. T'sais. C'est comme MGM qui décide qu'est-ce qui est assez gros pour qu'on le sorte au Canada, puis qu'on envoie, puis des fois, non. Fait en 24, pas mal tout se rend d'habitude, mais tu vois, là, ça va être un peu plus hors des sentiers battus dans ce cas-ci, mais ça devrait arriver. Bon, très bien. Alors, allons-y avec les sorties de la semaine. Oui, veux-tu parler justement de sentiers en forêt en parlant de sentiers battus? Oui, parce que allons-y avec le gros morceau qui fait jaser depuis longtemps sur les réseaux sociaux. On pourra en parler un petit peu quand même de controverses. Je pense qu'on peut pas parler du film sans parler de pourquoi tout le monde parle du film en bien ou en mal. Donc, Snow White de Mark Webb. Blanche-Neige au Québec. J'espère que ça vous dit quelque chose. Et Mark Webb, peut-être que le nom vous dit rien, mais c'est le mec qui avait fait les Amazing Spider-Man, entre autres. Ouais. Et pour tout garçon, peut-être fille de mon âge, ont été terriblement marqués par 500 Days of Summer, qu'au début, on prend pour le gars, puis finalement, on comprend que non, c'est plus la fille qui a raison dans ce film-là. Ça met en scène, peut-être l'avez-vous su déjà, Rachel Zegler et Gal Gadot. Donc, Zegler dans le rôle de la parfaite Blanche-Neige et Gal Gadot dans quasiment la parfaite méchante reine. Andrew Burnap joue c'est pas un prince, le prince des voleurs, peut-être. Oui. Voilà. Robin des Bois. Un genre de... quoi qu'il ne redistribue pas, je pense qu'il garde ça pour lui et sa gang. On retourne quand même au conte classique des Frères Grimm, mais oui, comme on l'a annoncé, c'est pas une refonte du film de 1937, plan pour plan, storyline parfait. La méchante reine vient prendre d'assaut le trône et le village en profitant du décès de la femme du roi, va tasser le roi, tasse Blanche-Neige, et là, une fois qu'elle atteint majorité, qui est peut-être 14 ans, je sais, c'est un peu flou là-dedans, là, mais bon, disons que c'est 18 ans, là, le miroir dit hey, « T'es pas la plus belle, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » Fait que là, elle ordonne à un de ses chasseurs d'aller la tuer. Et le chasseur prend pitié d'elle par sa candeur et son énorme gentillesse, sa beauté aussi, mais son grand cœur, et dit « Gars, sauve-toi dans les bois, je vais m'arranger avec ça. » En se sauvant, tombe sur la maison des 7 nains, qui sont plus 7 gnomes ici. Ouais. Et avec leur aide et l'aide de Jonathan, qu'on a dit qui est plus un rebelle qui se tient avec une bande de genre de bardes, un peu des musiciens, des hommes de théâtre... un peu des amuseurs, si on veut, qui, eux, vouent encore allégeance au roi en espérant qu'il finisse par revenir de ses conquêtes. Aidé, bref, de ce sexy Jonathan, Blanche-Neige va mener une révolte contre sa puissante belle-mère et mettre fin à son règne de terreur. Voilà. Alors, la grosse différence, c'est que c'est pas juste une jeune femme qui cherche désespérément l'amour et d'un autre prince et qui, toute son acceptation passera par la validation des autres. C'est juste ça qu'on a cassé. Dans la version originale, Blanche-Neige subit pas mal l'histoire. Ouais, c'est ça. Protagoniste de sa destinée.
Non, disons c'est ça ça. comme ça. Fait que, comme ça arrivait dans beaucoup d'histoires Ben oui. il y a longtemps, que c'est des femmes objets, la fameuse loi de Bechdel aussi et tout. Là. Non, c'est ça? Non, Bechdel, c'est autre chose. Ouais, c'est ça? Non, je connais oublié. Est-ce que dans un film, deux femmes vont avoir une conversation, deux personnages féminins vont avoir une conversation, et que dans cette conversation-là, ne vont pas juste parler du protagoniste masculin? Okay. Il me semble que c'est Bechdel. Mais je suis plus sûr. Moi, ce que je retiens des valeurs de cette époque-là, parce que c'est le premier long-métrage qui était le premier long-métrage d'animation de Disney en 1937, quand même. Avant Dumbo puis toutes ces choses-là? C'est ce qui a lancé vraiment... Puis, c'était-tu comme 63 minutes? Ou il était... 80... Okay, 83, je sais que Dumbo, c'est arrivé plus tard, puis lui, il est plus court parce qu'il y avait un petit peu moins d'argent, fait que c'est pour ça qu'il avait fait un film de comme 1h10. Effectivement. Il faut dire que Disney faisait un succès, puis faisait un échec, fait que c'était tout le temps en montagne russe. En montagne russe un peu, mais les valeurs, en fait, de la Belle Princesse, c'était faire du ménage, mettre ta maison en ordre et attendre le bon prince, ou d'être chanceux de tomber sur le bon prince qui va te faire vivre. Fait. Malheureusement ou heureusement, nous ne sommes pas ce podcast de droite qui aime ces valeurs-là de la femme. On n'est pas des masculinistes. Oui, c'est ça. La femme à domicile qui astique la maison. Fait que, bref, on a fait quelques changements. Oui, c'est ça, mais là, les gens sur Internet, on a peur. L'agent de woke, Disney est woke, là, c'est quoi? Elle va haïr les hommes puis elle va virer lesbienne dans le bois. Puis c'est que, calmez-vous, là. S'il avait fait aucune déclaration, personne s'en serait rendu compte. Puis, écoute, on vous apprendra pas que les médias sociaux, c'est un tourbillon de caca, là. Fait qu'en général, les gens qui crient haut et fort puis qui se brandent contre tout... sans même avoir vu la chose. Ouais, c'est ça. Puis probablement qu'ils sont déjà pas intéressés. C'est mes valeurs, mes films, mon Disney, ma Blanche-Neige. C'est comme, hey, faites-moi croire que vous écoutez Blanche-Neige 2 fois par année puis que c'est votre film culte puis que vous avez un petit sac à dos de Blanche-Neige, là. Seigneur Dieu. Fait que... bref, pour ça, c'est pas woke, là. Le mot qui est galvaudé, qui crie, qui est un lanceur d'alerte, si on veut. En fait, moi, au contraire, je trouve cette modernisation de l'histoire, en donnant un peu plus d'importance à la quête de Blanche-Neige et en changeant ce personnage-là de prince pour une espèce de brigand, fait juste renforcer un peu la trame narrative et la rend un peu plus intéressante, honnêtement. Ben aussi, surtout que tu sais, juste plein de royaumes qui veulent s'associer pour garder une espèce de... Tu sais, c'était ça la royauté, là. Mm-hmm. Ben, puis pour ceux qui la pratiquent encore, là, des princes qui épousent des princesses pour avoir les unions, puis l'empire, puis tout. Fait que c'est nul, là. Fait que c'est bien correct que ça se calme un peu. C'est donc, vous aurez compris, un remake en prise de vue réelle, que ce que Disney se plaît à faire et qu'ils le feront dès cet été aussi avec Lilo et Stitch dans comme 2 mois. Où je vais aller? Moi, je trouve que c'est quand même une belle réalisation qui est très colorée. Les couleurs sont très saturées, donc le sombre est très sombre, mais le clair est très clair, sa robe bleue et jaune. Mm-hmm. Quoique l'ensemble a quand même l'air un peu plastique, un peu synthétique. Mais je crois qu'il y a un côté volontaire à tout ça qui donne une espèce de... qui ajoute au côté fantasy, mm-hmm. Fantastique, fantasy. C'est un conte, là. Voilà. Fait que, voilà. Et... d'autant plus qu'être un conte, on discutait avec des collègues aussi toute la semaine, on parlait de Blanche-Neige. Puis, quand on était jeune, ça va sonner comme tout était mieux dans le temps, mais on écoutait des films de Disney, des films d'animation. DreamWorks le faisait moins, mais très Disney, il y avait des chansons. Mm-hmm. Le Roi Lion, Aladdin, la Petite Sirène, il y avait des chansons tout le temps. Mais on n'appelait pas ça des comédies musicales, c'était un film pour enfants. On appelait ça de même. Et là, certains, ils trouvent ça très offensant. Films familiaux. Et sauf que là, on dirait que depuis qu'ils font des prises de vue réelles, ben là, on vise un public plus large. On veut encore les enfants, on veut les adultes rendus enfants, on veut les grands-parents, on veut que tout le monde retourne voir l'œuvre. Mais là, je pense qu'on n'a pas le choix, on peut pas cacher que c'est une comédie musicale, au sens où il y a comme, j'ai pas compté, mais quoi, 10, 12 chansons. J'ai les statistiques. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, là. Fait que ça peut ressembler à Wicked, là, d'un certain point de vue. En plus, le côté chevalier et village médiéval, là, genre. Fait que, bref, vous soyez avertis, c'est des bonnes chansons écrites par du monde de Broadway, plus, là, je pense. Puis, mais c'est une comédie musicale, là. Ça chante ses émotions.
Il y a du dialogue aussi, là, ça chante pas tout le temps. Là, ça, on fait plus ça. Là, c'est tout. Je me souviens plus c'était quoi les parapluies de Cherbourg, des trucs comme ça, là, qui appelaient ça. C'était-tu diégétique ou je sais pas quoi, puis comme tout est chanté tout le temps. Je prends un verre d'eau, oui, c'est ça. C'est lourd, ça. Ouais. Fait que, non, effectivement. Toi, j'ai noté pour la fin de statistiques que le film original comptait 8 chansons. OK. Et si Peux-tu me les chanter? Siffler en travail. OK. Le hit. Dans cette version-ci, on a 10 chansons. OK. Par contre, il y en a seulement 3 du film original qui ont été repris, dont évidemment le célèbre High Hope, l'hymne des 7 nains lorsqu'ils vont travailler, Siffler en travaillant, évidemment, qui est une scène vraiment réussie, honnêtement, je trouve une des meilleures du film, où on s'est amusé, parce que dans l'original, c'est que Blanche-Neige qui fait le ménage, alors qu'ils sont à la mine. Mais quand elle prend le balai, là, puis là, je suis là, ça va-tu être ça? Puis là, mais tout le monde met l'épaule à la roue. Effectivement. Là, et de Silly Song, que je connais moins, mais qu'on aurait utilisé dans le film. Donc, moi, ceci dit, j'ai bien aimé. J'espérais que le film soit bien fait, juste pour un peu fermer le clapet à ses détracteurs. Je vois quand même que les critiques ont été un peu sévères. Je pense qu'il est attendu avec une brique puis un fanal, peu importe. Les propos de Gal Gadot sur la Palestine. Mais en même temps, je suis en les lire quelques-unes, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film. Ouais. Je pense que beaucoup le regardent trop avec leurs yeux d'adultes. Alors que tu l'as dit, c'est un conte et c'est un film vraiment pour enfants. C'est fait pour les 5, 7, 8 ans. Je pense que les adultes vont aimer ça, mais à la base, dans le ton, dans le visuel, je pense que c'est très enfantin, c'est très voulu, parce que toi aussi... Il y a juste la séquence où elle se perd dans le bois, là, quand elle se sauve avant de se faire... mais même dans le dessin animé, c'est un peu épeurant. C'était épeurant aussi. Okay. Il y a cette séquence-là qui... Très Alice au Pays des Merveilles, là, oui, juste tout à fait, affaire-là. Qui était très noire. J'ai eu peur même que quand les branches la grippent, que ça vire en Evil Dead. Je pense pas que ça va aller là. Et je pense que une des bonnes comparaisons peut être faite avec le film de Princess Bride. Je pense que c'était une grande influence parce que y a une partie conte, évidemment, une partie dans le présent où le grand-père raconte l'histoire au garçon, mais on est projeté dans l'univers du conte, qui est sur un drôle de ton, justement, qui est un peu décalé. Puis je pense qu'on retrouve un peu ça dans Snow White. Tu sais, ça paraît gros, c'est joué gros, mais en même temps, on est dans le conte. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me plu. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses qui reviennent dans les critiques sur les fameux gnomes qui remplacent les nains. Donc, on est dans les créatures magiques. Beaucoup de gens ont un peu de misère avec leur look. Motion cap sur des... Mais en même temps, c'est pas les comédiens. C'est pas ceux qui font leur voix qui ont fait le motion capture. Je suis allé voir. Okay. Donc, c'est vraiment des artistes... des cascadeurs. Ouais, en tout cas, des artistes de motion cap. Ouais, c'est ça. Andy Serkis, cette fois. Et puis, mais moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé. Puis, je pense que ce changement-là est tout à fait correct puis bienvenu, là, honnêtement. Dans le ton, à noter que Greta Gerwig a collaboré au scénario. Elle n'est pas au générique. Ouais. Elle n'a pas eu le crédit de la part de la Writers Guild, mais elle a quand même contribué. Et ça comme sent une forme de script doctor. Oui, effectivement. Donc, on retrouve un peu cette vibe-là, un peu Barbie. Mais sans être méta, il n'y a pas de ton accusateur que... Mais j'ai l'impression que c'est elle qui a dû retravailler beaucoup cette partie-là de modernisation du personnage. C'est ça, pas cette grande... Mais ce que les gens craignent, là, puis qui sont comme un chat devant l'eau, là... Elle n'est pas anti-homme. Non, c'est ça, il n'y a pas de message... Jonathan, parce que Barbie avait une critique quand même, on se moquait un peu de la toxicité masculine. Oui, mais qui affectait les hommes eux-mêmes. Oui, tout à fait. Alors que là, ici, zéro, là, non, tout simplement. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi accompli que Wicked. Puis je pense qu'il va souffrir beaucoup de comparaisons entre les deux, nécessairement, par l'univers fantaisiste, magique et tout ça. Mais honnêtement, je pense... Moi, je l'ai trouvé bien efficace aussi. Des bonnes chansons. Vous allez passer un bon moment, puis vous allez avoir le sourire en sortant. C'est ça. Et point fort du film, je trouve que des fois, je comprends pas quand Disney, les dernières prises de vue réelles qu'ils font, c'est tous des films de 2h, 2h05, puis justement, c'est un public de 6, 7, 8 ans. C'est très long. On est à 1h45 ici, c'est parfait. Oui, c'est un peu plus soutenu qu'un film d'1h20, mais c'est une bonne durée et tout. Fait que, moi, laissez-vous pas
influencé par cet amas de détracteurs. Là. Ouais. Si vous avez un intérêt pour le film, que vous aimez les sorties familiales, oui, c'est Disney, c'est un produit américain, là, faites vos choix avec ça, mais c'est bien correct comme film. Là. Et Rachel Zegler, elle crève l'écran encore une fois. C'est une vraie chanteuse aussi, ça paraît. Et elle a un charisme fou. C'est ça. Il a l'air, par contre, d'avoir... je pense pas qu'elle chante pour vrai... sur le plateau? Sur le plateau. Ouais, ça, je pense pas. pas. Là, c'est vraiment... C'est pas contre elle, c'est juste une technique de filmer ou quoi que ce soit. Puis là, fait que je pense que c'est en enregistrement et tout. Là, mais... Ah oui, elle a une très belle voix et tout. Là. J'espère qu'elle aussi, tu sais, on dirait que sa carrière, des fois, elle se ramasse dans des films où elle est un peu malmenée. Fait que j'espère qu'elle n'aura pas un gros backlash dans tout ça. Tu sais, il y a un des backlash qu'elle a contre elle, c'est parce qu'elle est démocrate. Là. Fait qu'elle a tweeté beaucoup contre Trump et était bien déçue de sa nomination puis tout. Fait que là, tout le monde se met contre elle. Mais c'est comme, à la limite, vous pouvez la supporter en allant voir son film. Et c'était quand même un choix audacieux de la part de Disney parce qu'elle a eu le rôle avant même la sortie de West Side Story. Parce qu'elle s'était fait remarquer sur YouTube parce qu'elle faisait des covers et des affaires de même. En fait, elle a envoyé comme un blank tape, là, donc une audition, elle avait comme ça. Mais oui, c'était comme ça qu'elle s'était fait un peu découvert, là, qui était un peu suivi. Puis c'est Steven Spielberg qui a recommandé à Mark Webb Zegler lorsqu'il a entendu parler de ce projet-là. Et effectivement, c'est drôle, je l'ai vu en entrevue cette semaine où elle disait, lorsqu'elle a sa première audition, parce que Disney font ça, là, ils donnent jamais le vrai scénario, fait que même pour les Marvel, t'as aucune idée qu'est-ce que tu t'en vas jouer, ça va être quoi. Fait qu'elle, c'était genre, c'était une scène avec Dopey, donc des 7 créatures. Simplet, là. Simplet, ouais. Et c'était genre Amy puis Kevin, leur nom. Là, fait que là, elle devait jouer ça, et finalement, c'est lorsqu'elle a eu un callback, donc elle a été rappelée pour une deuxième audition avec le réalisateur, que là, elle a su que c'était pour Blanche-Neige, et avec ça. Fait que c'est quand même drôle, cette méthode-là c'est ça. d'auditionner. Donc, c'est ça. Parce qu'à l'origine, le film devait être tourné en 2021, mais avec tous les problèmes de pandémie à l'époque, tout ça, fait que ça a été repoussé. Mais le rôle et West Side Story sortaient quelques mois plus tard. Là. Et petit fun fact, pas nécessairement ce film-là, mais tu me fais penser quand ils disent des faux noms et tout, ça arrive qu'on entend aussi des noms de travail, des projets. Ouais. Comme ça, quand ils font des tournages, on bloque 2 avenues, ben là, c'est ça, c'est pour le film Powerlifting, puis là, t'es comme, je sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais finalement, t'apprends plus tard que c'était Fast and Furious, tu sais, ou une affaire de même. Puis ça a continué encore longtemps. Ben, ils font encore ça, mais les films, c'est des DCP, c'est des films numériques, fait qu'ils sont... On les reçoit par téléchargement numérique. Ouais, et des fois, mais il y a encore pas si longtemps, là, avant la pandémie et tout, tu recevais ton disque dur. C'était numérique, mais tu recevais un disque dur. Et il y a encore quelques années, c'était des bobines. Puis ça arrivait, les films comme ça. Ouais, des Warner, des Disney, que c'était encore le faux nom pour éviter que quelqu'un vole les bobines ou la copie. Fait que c'était ça. Fait que quand tu l'ouvrais, là, tu voyais le nom, mais sur la boîte de transport, le boîtier de transport, là, ça pouvait être écrit. Ouais, puis c'est toujours... Ça doit être un peu... c'est pas un gros projet, mais ça doit être le fun parce que c'est toujours un nom qui ressemble, mais qui est pas ça. Là. Ouais. C'est pas, c'est ça, le projet Mutant, puis finalement, c'est Blanche-Neige. Ça sera pas ça, mais ils vont être comme, c'est ça, je sais pas. Lost Princess. Genre, puis exactement, quelque chose comme ça, là, tu sais, The Girl in the Wood, puis finalement, c'est Blanche-Neige. Hey! Il y a d'autres films aussi à discuter. Ben oui, allons-y. Restons dans les bons sentiments avec 20 dieux de Louise Courvoisier. Oui, avec des gens qu'on connaît pas, mais peut-être qu'on reverra, et j'espère. En fait, c'est des acteurs non professionnels. Il faut souligner dans le film, elle avait un casting sauvage. Personne n'avait eu de l'expérience dans le jeu. Je sais pas si ça va faire comme... j'oublie le nom, mais notre ami de l'histoire de Soleiman, Boris... Ouais. Non, le réalisateur, c'est Boris quelque chose. Abou Sangaré. Abou Sangaré, qui a gagné... Révélation de l'année à Cannes. Mais eux étaient en nomination aussi. Au César, t'as raison. Clément Favreau et Maïwenn Barthélémy. Ouais. Puis ils ont gagné, mais pas... Maïwenn, elle a gagné Révélation féminine au César. Mais Clément, il l'a gagné aux Lumières 2025. On a Louise Courvoisier. C'est une jeune Louise en passant. C'est pas une Louise de 70 ans. Là, c'est son premier long métrage en plus, quand même.
elle a gagné la Lumière du meilleur premier film et le César du meilleur premier film. Elle a gagné le prix de la jeunesse à Cannes 2024. Et c'est un phénomène en France avec L'Amour ouf. C'est comme les 2 films surprises au box-office. C'est ça, presque 1 million d'entrées pour 20 dieux. Bon, de quoi ça parle? On est dans le Jura, et c'est drôle, il n'y a pas si longtemps Jura, avec Franck Dubosc, mais là, on n'est pas dans le... on est un peu dans le criminel, mais pas dans le même ton. Et on est à l'été plutôt que l'hiver. Tout à fait. Et il n'y aura pas d'ours ici. Toton, qui a 18 ans, donc un adolescent, il passe la majeure partie de son temps à boire de la bière puis se promener dans les soirées dansantes du Jura avec ses amis. C'est un peu un flammou, là, qui n'a pas de projet. Il fait juste avoir du fun parce qu'il a 18 ans et tout. On est dans la vie agricole à ce moment-là. Mais la réalité va le rattraper. Il va devoir s'occuper de sa petite sœur de 7 ans, puis donc trouver un moyen de gagner sa vie. Fait qu'il va reprendre un peu la ferme familiale, mais qui est un peu en débauche, puis se dire, il va réaliser que celui qui fait le meilleur fromage de la région peut remporter un concours agricole et avoir ainsi 30 000 €, ce qui est une belle somme. Il se dit, ben là, je vais faire ça. Fait que je vais aller voler du lait à gauche, voler des trucs à droite, faire du fromage, gagner le prix. Ben oui. C'est tellement simple de faire du fromage. Voilà. Pourquoi ne pas y avoir pensé avant? Ouais, faire du fromage et faire le meilleur fromage et tout. Fait que vous avez compris que c'est une forme de coming of age story. Donc, ce passage d'un grand apprentissage, pas juste l'apprentissage du fromage, mais plus l'apprentissage en tant que jeune adulte à se responsabiliser, ta relation avec les autres, à profiter des autres, ça a un backlash éventuellement. Il y a quand même une petite histoire d'amour aussi avec une fermière laitière. Ben oui, voilà, c'est quasiment un fantasme, ça, une amourette avec la fermière d'à côté. Voilà, et évidemment, on a choisi le Jura parce que c'est une région d'où la cinéaste Louise Courvoisier est originaire, fait qu'elle filme ça avec beaucoup d'amour et aussi cette empathie pour ces petits agriculteurs. On le voit, on l'a vu peut-être un peu moins récemment au Québec, mais en France, c'est assez commun ces temps-ci comme forme de thématique de la difficulté des petits paysans par rapport aux gros, juste qu'ils ont le doigt dans l'engrenage, puis il faut qu'ils fournissent pour les autres, puis que tu travailles tous les jours, tout le temps, toute l'année, puis tu te payes pas une Lamborghini au bout de ça. Là, on l'avait vu dans Berger, oui, c'est vrai, aussi. Exactement. Ouais. C'est vrai. Et voilà, fait que qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, moi, j'ai bien apprécié. C'est vraiment un film sans prétention, un beau récit d'apprentissage. J'ai aimé l'environnement, la thématique aussi. Ça fait changement de souvent des films qui se déroulent avec des ados en ville. Ouais. Fait que c'est intéressant de les voir à la campagne. Personnage super sympathique aussi. Ils font des courses de stock cars aussi, là, de la démol, comme on dit. Fait que oui, écoute, un film très, très léger, bien fait. La seule question que j'ai eue tout au long du film, j'ai dit, ils sont où les services sociaux? Mais bon, une fois qu'on accepte que ça se peut qu'un enfant soit laissé de même à s'occuper de sa petite sœur. Il est majeur. Ouais, majeur, je sais pas trop. Mais oui, normalement, il y aura une forme de suivi quand même. Je pense que oui, c'est comme un peu trop laissé à eux-mêmes. Mais écoute, c'est rempli de bonne volonté. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que la réalisatrice va faire comme deuxième film parce que comme premier film, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si eux vont avoir la piqûre de continuer à faire du cinéma. J'ai hâte de voir, effectivement. Surtout quand tu remportes des prix comme ça. Peut-être plus tentant. Tu sais, Romain Duris, ça avait commencé un peu de même, sa carrière aussi. Le casting sauvage pour les poupées russes, c'était ça? Non, à l'Auberge espagnole. L'Auberge espagnole, oui. Puis voilà, puis encore aujourd'hui, sort un film dans quelques semaines. Ouais. Écoute, moi, je ne mentirais pas, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ouais. Puis en plus, je suis intolérant au lactose. C'est dire à quel point j'ai apprécié ce film-là. Mais pas besoin de lactate pour écouter le film, là, quand même. Écoute, c'est peut-être du... Ah non, j'aurais dit peut-être du fromage sans lactose, mais... Non, ben là, il y en a qui disent que là, plus ton fromage est vieilli, moins il y a de lactose dedans. Mais là, vrai, mais c'est en fait, plus le lait est transformé, moins il y a de lactose. Mais là, ça dépend de ta sensibilité à ton intolérance au lactose. Fait que, bref. Voilà, alors restons en France avec Jouer avec le feu des sœurs Delphine et Muriel Coulin. Voilà, que je soupçonne être ton coup de cœur peut-être de la semaine. Je sais pas si je suis présomptueux. Écoute, je pense que les trois, je les ai aimés autant, mais pour différentes raisons. Différents films, différentes raisons. Fait que je fais mon politicien. Voilà, c'est ça, tu veux pas te commettre sur rien. Avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin, qu'on avait connu, nous, dans Les Illusions perdues, et Stéphane Crépon.
Vincent Lindon a d'ailleurs gagné, on couronne les films, prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise pour ce rôle-là. Et quand même, parce que, comment dire, des fois, les films remportent un peu comme on vient de voir avec 20 Dieux, il gagne beaucoup de prix, mais en France, parce que c'est là qu'il rayonne. Un film français qui va gagner un festival en Allemagne, c'est intéressant. L'actrice féminine qui avait gagné la Mostra, c'était Nicole Kidman pour Baby Girl. Pierre, qui est le personnage de Vincent Lindon, élève seul ses 2 fils. Louis, le cadet, donc le plus jeune, réussit ses études et avance facilement dans la vie. Il est même accepté à la Sorbonne, donc il va devoir déménager. Je me souviens plus sont où, eux autres, mais ils sont plus en région. Ouais, en tout cas en banlieue de Paris. Ouais, banlieue loin, là, pas 15 minutes de char. Puis le plus vieux, Fouss, son surnom, lui, il part plus à la dérive. Il est plus installé là, il commence à se tenir avec les mauvaises personnes. Puis ces mauvaises personnes-là, c'est des gangs aux cheveux rasés, pas mal plus dans des idéaux de droite et radicales. Fait que là, lui, Pierre, il essaie de montrer à son fils que c'est pas une bonne voie où il s'en va, puis que c'est pas des opinions valables. Mais l'autre refuse ça en disant c'est ça, ton opinion c'est que je peux pas avoir mes opinions et tout. Fait que plus il veut l'aider, plus son fils se braque contre lui, puis ça crée un gros clivage dans la maison, puis tout le monde ça fait place à l'incompréhension, comme on dit. Fait que c'est donc ce récit qui raconte du point de vue du père ou du frère, donc d'une famille, un des enfants qui se radicalise tranquillement et tombe dans l'antisémitisme. Ouais, écoute, un très bon drame. Vincent Lindon est exceptionnel, tout en retenue, mais une force tranquille. Ouais, il est moins criard que dans d'autres films, là, où il est très désemparé. Tu vois qu'il veut juste le bien pour sa famille, mais qu'il n'a pas les outils pour gérer tout ça. En même temps, il fait preuve un peu d'aveuglement volontaire. Ouais. Puis c'est sûr que c'est touché, on ne sait pas trop comment réagir. Son frère, il dit plus, regarde, donne-y du lousse. Ouais. Ça sûrement une passe, puis il va se calmer, mais il dit, mais plus j'y donne du lousse, plus il met le pied dans le sable mouvement, là, fait que comment on va s'en sortir, là, tu sais. Fait que drame très humain, évidemment, qui touche peut-être plus la société en France que le Québec ici, mais je pense qu'il est universel. Mais... On croit comprendre que ça revient un peu partout. Ouais, mais tu sais, je pense que avec le Front National, c'est beaucoup plus de clivage là-bas pour l'instant. Mais très accessible. Delphine et Muriel Coulin livrent un film intelligent, bien écrit, bien tourné. Et j'ai eu la chance de les rencontrer, les 2 sœurs Amy France. Donc, il va y avoir un article qui va être sur monciné.ca bientôt. Oui. T'as-tu un potin par rapport à ça? Écoute, ils étaient vraiment sympathiques. Les 2, j'ai vraiment eu du plaisir à les interviewer. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est à la base un roman. Donc, on a parlé beaucoup des transformations, des changements de l'histoire du livre au scénario du film, parce que c'est un peu abordé, c'est là, mais pas autant présent que dans le roman, c'est l'absence de la mère. On le sent que c'est là. Ils le disent pas, mais tu le sens que elle est décédée. Oui. C'est pas un punch, ça leur manque. C'est ça. Lui-même, le père, il a l'air à dire comme... Ouais, là, j'aurais besoin de... Et cette histoire-là était plus présente dans le roman, mais j'ai aimé cette façon-là un peu subtile d'amener ça. Et bref, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mentionnait qu'au niveau du casting des 2 frères, à l'origine, elle voulait vraiment 2 frères. Ils ont auditionné beaucoup de comédiens, de non-professionnels. C'est drôle aussi venant de la part de 2 sœurs qui réalisent ensemble. Et c'est ce qu'ils voulaient justement, parce qu'il dit, ça s'invente pas. Si on va chercher deux comédiens comme ça, faut tout construire cette relation-là, alors qu'elles le vivent, elle sait c'est quoi. Ouais. Mais finalement, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon sont meilleurs amis depuis une 15aine d'années dans la vie. Okay. Ils sont colocataires. Alors, sachant ça, ils les ont fait venir en audition et tout de suite, elles ont vu cette espèce de fraternité-là, cette complicité-là. Ils sont déjà apprivoisés l'un envers l'autre. Et ça, ça a aidé beaucoup. Et vraiment, ils sont très bons tous les deux. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié jouer avec le feu. Il y a un parallèle quand on parle de... l'absence de la mère qui est un peu ressentie. C'est des fans de football, là, de soccer, évidemment. Puis ils jouent beaucoup dans le cour arrière, puis on voit ce côté de que l'enfance est terminée. Là. Ouais. Les meubles, comme pas les meubles, mais les jouets de jardin, puis tout commence à s'user, puis ça va revenir au fil du récit un peu, sans que ça soit... C'est pas une image qui est dans notre face, mais au bout du film, tu analyses, OK, moi, je pense que c'était pas anodin qu'on joue dans... Qu'ils n'aillent pas au parc, mais qu'ils soient vraiment dans leur petite cour arrière avec le petit but de soccer, puis les balançoires pétés, puis tout. Là. Ouais. Fait que, oui, c'est très intelligent comme film.
Donc, en fait, voilà, ouais. je disais que mon coup de cœur était 20 Dieux, c'est peut-être parce qu'il est plus joyeux, il est plus positif dans son ensemble. Lui, il nous happe un peu plus. Ouais. Fait que, mais c'est un très solide film, ça, Jouer avec le feu. Ouais, une belle surprise, honnêtement. Et même principe, c'est pas leur premier film, mais c'est peut-être leur premier film des Sœurs Coulin qui sera ici, à tout le moins. Là. Je crois pas ça se peut bien. C'est leur troisième long-métrage de fiction, mais ils proviennent du documentaire. OK. Fait que ça aussi, je pense, rajoute un peu à la couche dans le traitement là, très réaliste de leur histoire et du phénomène et tout ça. Fait que c'est fait avec soin et précision. Génial. On parlait de la cour arrière. Est-ce qu'on va dans la maison maintenant? OK. Allons-y avec Habiter la maison de René Beaulieu. Oui, René Beaulieu qui est connu beaucoup pour les salopes ou le sucre naturel de la peau ou peut-être le garagiste. Habiter la maison, ils sont 5e film, je pense, ouais. Et ça met en scène François Papineau, un bien-aimé et talentueux comédien, Antoine Desrochers, Rosemary Perrault, France Castel et une couple d'autres faces. François incarne le rôle de Simon, qui est le propriétaire d'une entreprise de construction dans les Laurentides. Fait qu'il a acheté un immense lopin de terre et il fait de la construction de maisons dessus. Donc, il vend le terrain et la construction d'une maison à des gens qui sont des bonnes familles, qui veulent construire une famille pour cette espèce de havre de paix parfait où tout le monde est heureux. Il a certaines valeurs. Oui, certaines valeurs conservatrices. On parlera jamais de racisme. Si on quitte ça, on laisse ça dans Jouer avec le feu, mais ça prend des belles familles qui veulent des enfants pour aller vivre dans son comté. Mais le temps a passé et aujourd'hui, tous ces 3 enfants sont prêts à partir. La plus vieille, qui est jouée par Rosemary Perrault, elle a beaucoup de troubles anxieux, mais elle veut poursuivre ses études, quitter la maison. Antoine Desrochers s'appelle Antoine dans le film aussi. Simon voyait comme « Ah, c'est mon garçon, il va prendre la relève de l'entreprise. » Ça l'intéresse pas pantoute. Il veut juste aller vivre avec sa blonde il va être humoriste, en fait. Oui, il va être humoriste à Montréal, exactement. Puis Adèle, la plus jeune, elle veut changer le monde, très idéaliste, très communautaire. Fait que toute cette idée-là de vendre des maisons, faire de l'argent, s'installer. Il y a un clash de personnalité entre le père et la fille. Fait que déjà ça le chahute. Ce qui va arriver en plus, c'est que sa mère, jouée par France Castel, commence à avoir des difficultés cognitives et avoir une espèce de régression de ses facultés, donc perte d'autonomie. Et son épouse Nathalie va demander le divorce parce qu'à cette heure que tous les enfants, comme ça arrive dans certaines minutes, les enfants quittent, là, on dit « OK, là, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais moi, je supportais beaucoup, puis là, je t'en ai. » Fait que ça le fesse pas mal. Fait que on va voir cette espèce d'évolution-là sur 10 ans à peu près. On revient beaucoup au thème de la maison. Lui va garder la maison familiale, les jeunes qui reviennent tranquillement pour essayer des fois de régler leurs problèmes, des fois ça va empirer, un peu comme avec Jouer avec le feu. Tu donnes du lousse, mais ça peut étirer la distance entre tes enfants. Là, les problèmes d'anxiété de sa plus vieille, c'est souvent du non-dit. Garde, ça va se régler tout seul. On va attendre, mais est-ce que ça va être suffisant? Je crois que sur le spectre aussi. Peut-être. Oui, c'est évident. Fait que voilà, fait que on voit beaucoup. Je dirais que c'est les principaux, c'est pas mal François Papineau puis Antoine Desrochers parce qu'il va revenir beaucoup à la charge. J'aimerais ça que tu aies la compagnie, mais là, est-ce que finalement il est vraiment compétent? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ouais. Fait qu'on est vraiment dans ce drame, je le qualifierais pas de comédie dramatique. On est vraiment dans le drame humain, drame de famille. En partie tragédie aussi quand même. Voilà. Oui, c'est pas un jojo tout le temps. Voilà. Fait que c'est ça, des comédiens qui défendent bien ces rôles-là. Ouais. Moi, j'ai bien apprécié le jeu. J'ai bien aimé leur personnage, surtout... Papineau? Oui, mais non. Voyons, Rosemary Perrault, ouais. Que j'ai trouvé très efficace dans son rôle. Donc, puis c'est un film qui est aussi beau, intéressant visuellement, parce que ça se passe en grande partie en nature. Je trouve sur plusieurs saisons. Oui, puis l'architecture aussi. La maison principale, d'ailleurs, j'aurais été curieux de voir si ça a été difficile de trouver parce qu'elle a vraiment un look assez précis, assez unique. Bois aussi, là, l'espèce de grand salon fenestré. Ben là, imagine des Laurentides avec du bois, tu mets plus de fenêtres que de murs. Hein?
Ouais, fait que voilà, pour habiter la maison, si vous voulez encourager le cinéma d'ici. Québécois, puis c'est un nouveau distributeur là, qui se lance, qui fait plus du documentaire habituellement, Vital Distribution, qui lance ça, fait que c'était pas à l'encourager en allant... Ben, c'est parce que ça sonne toujours... pitié et mendiant, mais je veux dire, c'est comme un nouveau joueur qui arrive avec ce film-là. Ben, René Beaulieu, c'est pas son premier film, mais fait que, bref, ça peut aider d'avoir un bon succès avec ce premier film-là. Ben, ça aide à produire plus de cinéma québécois, puis ça ajoute à cette diversité-là par la suite. Surtout qu'il n'y a pas une grande offrande non plus en ce moment sur le marché pour le cinéma québécois. Non, c'est quand même un printemps tranquille. Il y a encore Maurice, puis écoute, il y a... Sylvie Vartan qui s'en vient, mais c'est une coprod. C'est plus parce que c'est Ken Scott, mais c'est majoritairement un film français. Oui. Par le sujet lui-même. Puis Ville et Misérable, je pense plus qu'il joue. Il quitte l'affiche. Il reste quelques écrans, mais il quitte Montréal. Il a quitté Québec la semaine passée. Sherbrooke aussi. Fait qu'il reste d'autres centres. Je pense que Trois-Rivières est encore là et autres. Là, mais il est sur la fin de son parcours. Là. Alors, allons-y avec le dernier des grosses sorties de la semaine, The Alto Nights de Barry Levinson. Oui, qui s'appelle au Québec, en français, Les Alto Nights, tout simplement. Avec principalement Robert De Niro et Robert De Niro. Un double rôle pour lui et un film de gangster, c'est pas son premier. Peut-être pas son dernier. On était à New York à la fin des années 50. Anciennement amis, Frank Costello et Vito Genovese, donc les deux personnages joués par De Niro, sont deux mafieux du clan des Lucky Luciano. Ils étaient, c'est ça, anciennement amis, mais à un moment donné, ils ont compris qu'il y avait des divergences d'opinion sur certaines... Surtout la façon de faire. Sur les façons de faire. Il y en a un qui est plus réfléchi, méticuleux, et on fait les choses correctement et discrètement, et l'autre est plus... Moi, m'a t'en griffer une d'en face, puis ça va être ça. Fait que maintenant, ils sont rendus pas mal opposés dans leur vision. Puis il y en a un qui veut plus prendre sa retraite puis se calmer. L'autre veut reprendre la place du second. Il y a même une tentative d'assassinat contre lui. Le film débute avec ça, donc contre Costello. Mais il survit à tout ça. Puis là, c'est tout envenimé, puis beaucoup de jeux de non-dits. Et comme tout film de mafieux, on va discuter, voir toutes ces personnes-là, les intérêts croisés, qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on s'en va, jusqu'à une fin qu'on culmine, où tout le monde va tout se... disons, résoudre ces conflits pour le meilleur et pour le pire. Un peu une forme de western quand même, des fois, les films de mafia comme ça. On établit tous les fils de la toile d'araignée, c'est ça, puis à la fin, là, bon, là, faut faire table rase. Règlement de compte. Exactement. Bing, bang. Et autant Robert De Niro est un habitué, mais on soulignait que c'est écrit par Nick Pileggi, qui est co-scénariste de Goodfellas et Casino, donc un habitué des classiques du genre, et produit par Irwin Winkler, qui était aussi un coproducteur de Goodfellas et du plus récent Irishman. Fait que c'est tous des habitués de De Niro, de ce gang-là. Barry Levinson, c'est pas un nouveau venu non plus. Je pense pas qu'il a fait ben de mafia avant, mais son plus grand fait d'armes, je pense, c'est Rain Man, qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Ouais. Ben écoute, dans les années 80, c'était quand même un grand réalisateur. Il avait enchaîné des succès comme The Natural, le film sur le baseball, Good Morning Vietnam, quand même, avec Robin Williams, Rain Man, et Bugsy. En 90 ou 11 avec Warren Beatty, qui était sur Bugsy Siegel, donc un de la gang mafieuse new-yorkaise et tout ça. Donc, les personnages de Genovese et Costello étaient dans le film Bugsy, ce qui est quand même drôle. Ça fait-tu longtemps qu'il voulait travailler sur Costello? Je ne sais pas si ça fait longtemps que lui était attaché au projet de The Alto Nights, ce qui est d'ailleurs pourquoi le titre, c'est un club social new-yorkais où des gens de la mafia s'y tenaient. Le titre original, c'était quand même Wise Guys, qui est quand même mieux, quant à moi, que The Alto Nights. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Parce que Wise Guys, automatiquement, on sait à quoi ça fait référence. C'est souvent les noms donnés aux gens de la mafia. Les Wise Guys. Ouais, c'est ça. Fait que le terme anglophone Wise Guy, c'est... Fait que je trouve ça drôle, ce changement-là. Bref. Donc, moi, Levinson, fait que je sais pas quand il est arrivé, mais le projet circulait depuis une vingtaine d'années, en fait, là, qu'on tentait de le financer. Vous dire, Levinson, quand même, c'est tranquille depuis...
une dizaine d'années. C'est son premier film en 10 ans quand même. Il est quand même en 82 ans, mais son dernier film, c'était Rock de Casbah avec Bill Murray, qui avait été pas le plus grand succès de sa carrière. Une comédie, une comédie un peu. Je pense que son véritable dernier bon film à Barry Levinson, c'est Wag the Dog en 97, qui était une satire politique sur une campagne électorale, avec De Niro, justement, entre autres. OK, bon. Ici, on est plus dans le The Irishman que The Goodfellas en termes de rythme. Ouais. Parce que c'est quand même un film qui est assez lent, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est beaucoup les tractations des règlements de compte et tout ça que moi, j'ai quand même apprécié. J'ai aimé ce côté-là. Je trouve qu'il y a de très bonnes scènes. Un film quand même un peu inégal, faut l'avouer, un peu dans le ton. Mais si vous appréciez les films de mafia, je pense que ça fait un bel ajout. Ouais, c'est toujours intéressant, c'est honnête, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de... Ils ont moins les poches creuses, mettons, pour ce tournage-là que d'autres. Ça sent un petit peu quand même un peu le plus petit budget. Parce que c'est très verbeux, on est beaucoup dans les dialogues. Mais ça m'intéresse toujours, moi, ce pan d'histoire-là. Puis je la connaissais moins. Je connaissais le personnage de Frank Costello. Je sais que c'était un des grands noms avec Lucky Luciano, Bugsy Siegel et compagnie, Meyer Lansky. C'était toute cette gang-là qui sont arrivés, dans le fond, avec la prohibition. Après Capone, eux autres, ils ont fait de leur richesse une fois que Capone a été épinglé. Fait qu'ils ont comme repris ça sur la côte Est. C'est ça, c'est que dans le film, on voit, comme ils sont tous âgés, ils nous parlent beaucoup de ce qu'ils ont fait avant, puis comment ils sont rendus là, mais on le voit pas vraiment. Fait qu'on comprend qu'ils ont été forts dans la prohibition, dans l'importation d'alcool. Il y en a un qui veut pas toucher à la drogue, les autres, oui. Mais on le voit pas vraiment, ça. On voit pas vraiment de scène de criminalité, de genre, c'est comme ça qu'on passe l'alcool et tout, comme, mettons... il y a quelques années, le film avec Tom Hardy puis Shia LaBeouf, là, que justement, c'était pendant la prohibition, puis ils fabriquaient du moonshine, puis des affaires de même, puis ils passaient tout ça, puis... je pense à quoi? Non, je sais pas, c'est tout. Fait que tu l'as dit, je trouve que c'est un film honnête. Moi, écoute... De Niro est quand même bien dans les deux rôles, mais je me questionne encore sur je suis d'accord avec toi, c'est comme un artifice. On dirait que ça a été un plus-value. Il serait vraiment bon pour faire Castello. Non, mais il serait vraiment pour faire Genovese. Il pourrait faire les deux. Ça va être hot, les gens vont être mais là, il faut pas qu'il soit mêlé. Fait que quand il fait Genovese, on va lui mettre un chapeau, des lunettes, puis un faux menton, puis le nez par en bas au lieu de par en haut. Fait que là, c'est comme, t'es rendu, tu y mets 4 accessoires pour qu'on le différencie, parce que c'est pas des frères, mais c'est pas des jumeaux. Mais ça demeure De Niro. Non, c'est ça en plus. Fait que, à la limite des frères cousins, tu dis, bon, mais... Je pense que sûrement que leur fantasme, ça aurait été que ça soit De Niro en Castello, puis encore Joe Pesci parce en l'autre. Il l'évoque pas mal. Ben oui, il est plus coquille, il est plus dans ta face, c'est très au casino, tu sais. Puis Pesci, c'est qui joue plus, il est-tu mort? Non, je pense qu'il joue beaucoup moins. Puis je pense que The Irishman, qui était son dernier rôle en date, c'était comme un peu un retour pour lui. Mais tu l'as bien dit, parce que De Niro avait été approché pour jouer Costello en premier. C'est ça. Et au moment qu'on cherchait un peu pour l'autre personnage, c'est Erwin Winkler, c'est le producteur qui a eu cette idée saugrenue-là de dire moi, je te verrais faire les deux, ça pourrait être une bonne idée. Et De Niro s'est dit, oui, c'est un bon challenge, ok, je vais le faire. C'est ça. Mais ça fonctionne parce que c'est un genre de rôle où ou disons un genre de film, comme on dit, souvent ils sont en train de discuter. Fait que, ils vont dans un restaurant, ils vont dans un café, ils vont dans un... j'ai oublié comment ça s'appelle, le backstore, la salle des marchandises en fond d'un commerce, puis là, ils parlent, ou on les voit chacun de leur bord. Fait que, ils sont pas en train de se battre à coups de poing, à être body cop qui sont toujours un à côté de l'autre dans l'auto ou quoi que ce soit. Fait que ils n'ont pas tant de scènes non plus ensemble. C'est ça, exact. Fait que lesquels qu'ils ont, là, on voit qu'ils travaillent sur le rythme pour que ça fonctionne. Ouais. Des fois, une petite doublure pour faire un chant contre chant où tu vois la nuque du personnage. Mais il n'y a pas trop d'effet de green screen que ça en devient vulgaire. Pour ça marche très bien. Et je pense qu'au niveau de la symbolique, c'était voulu aussi que, en fait, ces deux personnages-là sont les deux côtés d'une pièce de monnaie, finalement. Ouais. Ils sont à l'opposé l'un l'autre, donc de ce côté-là. C'est la même pièce de monnaie. Voilà, c'est ça, les deux côtés. Voilà, Alto Nights, qui, je crois pas que ça va fracasser le box-office, mais bref, si vous aimez bien ce genre de film, c'est une offrande honnête. C'est tout, j'ai pas noté d'autres sorties, là, c'était en masse. Ouais. La semaine prochaine, 28 mars déjà, ça va être le printemps. C'est aujourd'hui le printemps. En fait. Death of a Unicorn avec Jenna Ortega et Paul Rudd, qu'on discute des fois un peu depuis quelques semaines. Il a été présenté à South by Southwest, des échos positifs pour la plupart, une folie de
comédie d'horreur fantaisiste, comme on dit. Avec des licornes, fait que déjà là, j'ai hâte de voir. Oui, c'est vrai, effectivement. Et moi, mon film de papa, là, A Working Man, David Ayer, qui revient après le Beekeeper avec Jason Statham l'an dernier, qui était pas bon, mais bon à la fois. Et là, Working Man, fait que c'est toujours Statham qui joue les ultime bon garçon qui est un travers de la construction et là qui va se battre contre le trafic humain en pétant des gueules et en montant son chemin, une mâchoire cassée à la fois jusqu'à ceux qui mènent ce règne de terreur. Fait que très curieux de voir ce genre de divertissement. C'est comme quand on a vu Flight Risk et ces affaires-là. Il y en a des bons, des mauvais, mais ouais, moi ça me gagne ce genre de film. Statham est assez régulier dans son... Ouais, puis c'est vraiment... dans son casting. Je trouve que c'est un bon remplaçant à Schwarzenegger. Le côté a changé d'être toujours en bédaine huilée puis épilé puis tout. Mais c'est l'héritier de cette génération-là, des Chuck Norris et Stallone. J'ai grandi avec beaucoup de Schwarzenegger. J'écoutais plus Schwarzenegger que Stallone, mais j'ai grandi avec ça, avec ses films Terminator, etc. Mais Statham, c'est que j'étais assez vieux pour le voir évoluer. Je l'ai connu comme tout le monde dans Lock, Stock and Two Smoking, après... Snatch, etc. Puis là, tranquillement, il s'est mis à avoir des premiers films d'action aux États-Unis quand il faisait plus des films en Angleterre. Puis c'est ça, fait qu'on n'a pas le même âge, il doit avoir 10 ans de plus que moi, mais j'étais déjà à 20 ans quand je l'ai vu devenir ce héros de film d'action. Fait que ça m'a toujours... j'ai toujours apprécié, je trouve qu'il fait très bien le travail, il a un beau charisme. Fait que... plus que Liam Neeson. Oui, c'est ça. Je trouve ça plus crédible. Ou comme Pierce Brosnan aussi, tu sais, il était bon en James Bond, mais après, quand il s'est mis à faire des films d'action, c'est un charisme différent. Mettons, un personnage différent. Lui, il incarne bien ce gars beaucoup trop musclé, mais qui est working man. Je trouve que c'est parfait. Et il sait se battre pour le vrai. Au Québec, la parole d'un homme, tu sais. Imagine. Fait que si vous trouvez les valeurs trop renouvelé pour Blanche-Neige, ben on se parlera de La parole d'un homme la semaine prochaine. Voilà. Y a-tu d'autres choses? Non, c'est ça. Okay. Ça. Il va y avoir d'autres films, mais c'est assez. C'était une grosse oui, il y en a une couple d'autres, mais écoute, je ferai pas toute la liste. Là. On s'en reparle la semaine prochaine, assurément. Je pense même que nous, on sera peut-être pas capable de tout voir tous les deux. Il va peut-être falloir se diviser les films. Écrivez-nous au balado@commercial-monciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province avec Laurence Leboeuf et Karine Gontier-Heinemann en couverture. Magnifique photo de Tsara qui va partager sur Instagram tout ça, qui fait un tollé de likes, un behind the scene et tout. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, je vous rappelle l'article avec les sœurs Coulin qui sera en ligne dans les prochains jours si vous voulez en apprendre plus sur Jouer avec le feu. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et je vous laisse avec cette perle de sagesse de Blanche-Neige. Si vous voulez être heureux, il faut siffler en travaillant.